Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session de l'après-midi. Je m'appelle Marie Ouzou, je suis lesbienne de profession, en fait, à peu près. Je vais avoir le plaisir d'animer ce panel avec vous cet après-midi. Donc, on va commencer avec Fred Dion. Fred, qui est candidat au doctorat en sexologie, analyste et rédacteur scientifique. Ses travaux doctoraux portent sur les facteurs influençant le processus de formation identitaire chez les personnes lesbo-queer. Plus largement, il s'intéresse aux réalités des personnes queer et aux expériences influençant leur bien-être, telles que le soutien social ou les expériences d'adversité. Fred, la parole est à toi. Donc, bonjour, je suis donc ici pour vous parler de formation identitaire lesbo-queer et aussi pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un petit problème dans le domaine de la formation identitaire, c'est qu'on rencontre tout ça un moment donné dans nos parcours individuels ou dans nos parcours de recherche, quand on essaye de trouver des informations, quand on essaye de penser à des projets de recherche qu'on pourrait faire, c'est extrêmement difficile de le trouver. Puis ça m'avait vraiment marqué, en fait, il y a 2 ans, au premier colloque du RLQ, où toutes les présentations que j'ai vues, j'en ai manqué quelques-unes, non seulement mentionnaient l'invisibilité, mais interrogeaient son rôle, parce que ça revient dans tellement des résultats qu'on ne peut vraiment pas passer à côté. Donc, après le colloque, puis là, les petits graphiques n'auraient pas dû arriver tout de suite, mais c'est correct. Après le colloque, je me suis donc posé la question de à quel point c'est omniprésent pour vrai dans la recherche, l'invisibilité lesbienne. Donc, j'ai été dans Scopus, qui est un moteur de recherche d'articles scientifiques. Puis là, comme les pros de la recherche documentaire, vous voyez quelques problèmes avec ça, mais c'est correct, c'est juste pour illustrer un point. J'ai donc mis lesbienne et invisible. Le petit astérisque, ça veut dire comme peu importe c'est quoi la fin du mot. Puis le W2, ça veut dire dans une distance de plus ou moins 2 mots l'un de l'autre. J'ai trouvé, là on ne le verra pas, 1964 résultats pour invisibilité lesbienne. Puis après ça, j'ai fait le même processus avec orientation sexuelle ou identité sexuelle, encore une fois dans une distance de plus ou moins 2 mots de lesbienne. Puis là, il y avait 4400, je ne me souviens plus exactement, mais 4400 résultats. C'est juste un petit peu plus du double. Je m'attendais vraiment à ce que la distinction soit beaucoup plus grande, puis qu'il y ait beaucoup plus d'articles sur l'identité lesbienne que sur l'invisibilité lesbienne. Fait que là, j'ai voulu approfondir un petit peu, puis j'ai été voir justement ça ressemblait à quoi dans le temps. Puis j'ai remarqué que le premier article repéré par Scopus pour l'invisibilité avait été publié en 1978 et que le premier article repéré sur l'orientation sexuelle avait été publié en 87, 9 ans plus tard. Je ne peux pas inventer ça. Fait qu'après ça, j'ai voulu, puis là, ceci, encore une fois, apparaîtrait un après l'autre, mais c'est correct. J'ai voulu aller voir qu'est-ce qui s'était dit sur l'invisibilité lesbienne avant qu'on se mette à parler d'identité. Puis il y avait 3 articles, c'est ces 3-là. On a Invisible Women, Lesbians in America. On a Lesbian Mothers, The Invisible Minority. Et on a Social Work, Traditional Healthcare Systems and Lesbian Invincibility. Ça a été publié avant qu'on se mette à parler de l'identité lesbienne. Fait que c'est notre point de départ. Puis on sent encore les conséquences de ça ou les impacts de cette invisibilité-là. Parce que j'espère ne rien vous apprendre en vous disant qu'on n'est pas comme les hommes de la diversité sexuelle. Quand on voit que les travaux sur les zones urbains, c'est fait chez les hommes, parce que chez les femmes, on voit que si tu essaies d'aller en ville, souvent tu ne vas pas trouver ton compte, puis tu vas retourner en campagne, par exemple, ou que les motivations ne sont pas les mêmes. Cette idée-là que la formation identitaire passe de la honte à la fierté, c'est un processus très linéaire qui ne s'applique pas très bien au parcours lesbo-queer, où c'est souvent beaucoup plus cyclique, on fait des allers-retours, on essaie de comprendre, on essaie de se mettre à jour. Les villages gays qui existent dans toutes les grandes villes, alors qu'on peut compter les bars lesbiens souvent sur une main. On n'est pas non plus comme les femmes hétéros, parce que sinon on considérerait les vaginoses comme étant transmissibles sexuellement. Mais ça, c'est très difficile à faire quand on ne peut pas s'imaginer que les lesbiennes ont du sexe. Donc, on parle de l'invisibilité depuis très longtemps. Ça continue d'être omniprésent. C'est dans beaucoup de conférences que j'ai vues ici aujourd'hui puis hier. Et ce que ça donne, ça, ou plutôt ce qu'on voit dans la recherche pourtant, c'est que les trajectoires lesbo-queer sont extrêmement diversifiées. Il y a tellement de richesses dans nos parcours individuels. C'est souvent tellement unique qui on est, pourquoi on est, qu'est-ce qui nous a permis de devenir qui on est.
Mais ce qu'on voit aussi dans la recherche, c'est que souvent, on n'a pas les modèles théoriques ou conceptuels qui nous permettent de comprendre nos données, qui nous permettent d'analyser des verbatims, nos entrevues. C'est super difficile, il faut avancer un peu à tâtons. Ça a un effet domino qui limite vraiment comment on pense aux futurs projets, comment on génère des connaissances. Donc, le point de départ, c'est ça. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre justice à toute cette richesse-là, puis à toute cette diversité-là dans les parcours des personnes lesbo-queer, sans voir ça comme l'exception à la norme typique chez les hommes gays ou à la norme typique chez les femmes hétéros. Il y a deux grands éléments de réponse à cette question-là, je pense. Le premier, c'est qu'il faut prendre un modèle qui soit assez large pour capter tous ces messages-là qui viennent de tellement d'endroits différents, tellement de sources différentes dans nos vies. Et donc, je suis en train d'élaborer un cadre systémique écologique pour capter toutes ces influences-là sur le processus identitaire. Là, ça fait un petit peu peur parce que c'est très grand, mais c'est vraiment l'idée que, tu sais, on voit souvent, par exemple, les facteurs individuels associés à telle chose, les facteurs interpersonnels. On est là-dedans. Donc, premier niveau, le niveau l'ontosystème, c'est le niveau individuel, où on parle vraiment ici de nos valeurs, nos croyances personnelles, qu'est-ce qui se passe comme au niveau interne, nos pensées, nos émotions, nos attitudes, comment on voit notre trajectoire de vie. Ensuite, on s'éloigne un petit peu de plus en plus de l'individu. Dans le fond, on a l'individu au centre jusqu'à la société en haut. Donc, le deuxième niveau, c'est le microsystème, c'est le interpersonnel. C'est les relations qu'on a avec les personnes dans notre vie, qui nous connaissent, qu'on connaît, vraiment bidirectionnelles. Donc, nos familles, nos amis, nos collègues. Ensuite, si on continue de s'extraire un petit peu, le troisième niveau, je l'appelle associatif. C'est encore en cours d'élaboration, fait que si vous avez des commentaires, vous pouvez m'en faire part. Mais ici, j'essaie vraiment d'aller dans des espaces qui sont quand même restreints, mais où il y a plus d'étrangers que de personnes que tu connais, par exemple. Donc, on peut penser à des organismes communautaires qui sont souvent localisés dans des villes précises ou à des fandoms qui sont souvent dans des endroits numériques, par exemple, précis. Donc, on apprend des choses de ces groupes-là, de ces interactions-là. Ensuite, ça, c'est une nouvelle proposition. Je ne la vois pas beaucoup dans les articles, mais je pense que si on parle d'identité marginalisée, on ne peut pas passer à côté de ce qu'on apprend dans nos propres sous-cultures. Donc, ici, l'exosystème fait vraiment référence à des trucs qui sont liés à une identité. Donc, que ce soit l'identité LGBT, right? D'avoir écouté des L-Word ou d'avoir été au drugstore un moment donné, ou d'avoir... le drugstore, c'est peut-être plus local, mais il y a des choses là-dedans que les personnes qui ne font pas partie de la communauté ne comprendront pas. Puis je mets ici aussi les religions, qui sont souvent plus au niveau de la société quand on pense à ce genre de modèle-là, mais au même titre que, par exemple, la communauté LGBTQ ou la population LGBTQ plus large, il y a des codes, il y a des normes au sein des religions que les personnes qui n'en font pas partie n'ont pas vraiment accès. Et enfin, on a le macrosystème qui est vraiment les systèmes qui influencent tout le monde au sein d'une même société. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans le système juridique, dans le système d'éducation, qu'est-ce qui est le système de santé, les décisions qu'on peut prendre ou qu'on ne peut pas prendre à cause de ces systèmes-là. On n'a comme pas le choix de jouer dedans, d'être dans un contexte qui est très, très rigide. Donc ça, c'est la première partie de la réponse, c'est de penser à nos questions de recherche, ou en tout cas la mienne, avec un cadre vraiment très, très large pour pouvoir tout capter. La deuxième partie de la réponse pour moi, c'est vraiment, parce que là, on n'a pas encore justement toute la nuance individuelle, mais c'est de partir du constat que si ces structures-là sont là pour tout le monde, qu'est-ce qu'on vit au sein de ces structures-là, c'est très, très propre à chacun des parcours. Donc, je propose en fait, ou je commence à voir comme 3 mécanismes par lesquels la formation identitaire passe. C'est-à-dire que l'identité dépend du passage du temps. Nécessairement, c'est des choses qui se développent dans le temps à long terme, puis on va les voir tout en détail. L'identité ne se forme pas du jour au lendemain. Et donc, on peut à la fois voir des influences du temps, que ce soit au niveau de la société. La société évolue, mais aussi au niveau de comment nous, on évolue en étant dans cette société-là. Au niveau des normes, c'est vraiment les normes sociales. La société produit des normes auxquelles il faut répondre, auxquelles on essaie de répondre. Des fois, on arrête d'essayer d'y répondre. On voit des manifestations des normes vraiment jusqu'à comment on essaie de les intégrer ou d'y réagir au niveau individuel.
Puis, le troisième grand morceau, c'est que l'identité passe par l'accès aux ressources, par être capable de trouver l'information ou avoir de l'information qui permet de se comprendre. Je trouve ça vraiment triste de ne pas avoir les animations parce que ça devient très lourd, mais je vais quand même essayer de vous aider. Donc, si on prend juste le premier type d'influence temporelle que je relève dans mes recherches, c'est l'idée qu'il y a des processus à long terme. Il y a des choses qui font juste prendre beaucoup de temps, puis qui vont avoir une influence sur notre identité. Donc, j'ai en rouge au niveau de la société, par exemple, l'évolution des protections juridiques à l'égard des personnes queer, à l'égard des personnes trans. Évidemment, le contexte dans lequel on est, le moment auquel on le vit, puis comment ça évolue au fil du temps va avoir une influence sur les identités. Ou à un niveau peut-être plus individuel, l'idée qu'on peut s'investir dans un groupe, dans un organisme communautaire pour l'améliorer. Ça aussi, c'est qui prend du temps, mais qui est intégré à l'identité. Ensuite, on a les points tournants, vraiment des expériences qui marquent le avant et le après. Donc, un exemple de ça, c'est de tomber sur les mots pour la première fois, de tomber sur le bon mot qui parle de ton identité, puis de faire comme « Ah, là, maintenant, je me reconnais ». Donc, il y a le avant ce moment-là, puis après ce moment-là. Ensuite, troisième manifestation du temps qu'on voit à plusieurs niveaux, c'est juste de constater les changements sans nécessairement essayer de les créer. Donc, on peut constater, par exemple, en bleu foncé ici, que les normes d'écriture changent, les normes d'expression changent tellement rapidement ces temps-ci. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires que je n'aurais pas écrit comme ça si j'avais fait cette présentation-là il y a 5 ans ou dans 5 ans. Donc, on peut constater que les choses changent et constater comment les identités changent aussi. Et enfin, dernier processus en lien avec le temps, c'est les aspects stables, les processus passifs qui ne demandent pas qu'on s'investisse dans un changement, comme par exemple de se découvrir juste au fil de nos interactions avec les autres, sans nécessairement essayer de construire son identité, mais juste, c'est quelque chose qui se passe. Donc, première grande famille de trucs qui influencent notre identité, le temps. Ensuite, on a, comme je disais, les normes sociales. Puis là, je vois vraiment deux grandes façons que les normes nous influencent. De un, on a les négociations et les tensions. Comment on réagit aux normes sociales, comment on négocie avec, comment on vit les répercussions de ces normes-là. Donc, par exemple, j'ai fait mon mémoire sur cette question-là. Qu'est-ce qui compte comme la première relation sexuelle quand on n'est pas dans un contexte de perte de virginité? Il faut se poser la question parce que les codes n'existent pas d'emblée pour nous le dire. Donc, il faut négocier avec les normes sociales en lien avec la sexualité. On peut aussi parler des différences, par exemple, en bleu pâle ici, d'être queer en campagne puis être queer dans la ville. C'est pas la même chose. Il y a des tensions distinctes liées à ça. Ou de penser, on entend souvent qu'au début des processus de formation identitaire, ben, on constate qu'on est différent des autres, que les normes qui s'appliquent aux autres personnes ne s'appliquent pas nécessairement à nous. Donc, tension en lien avec les normes sociales qui influencent l'identité. Ensuite, on a les choses qui facilitent le processus ou qui créent des barrières, en fait. Donc, l'exemple, disons, classique maintenant d'invisibilité au sein des espaces queer, c'est des choses qui influencent négativement, qui mettent des barrières au processus de réalisation de son identité, ou l'absence de soutien dans nos relations interpersonnelles. Je pense que I'm preaching to the choir ici. Et le dernier bout du modèle, c'est l'accès aux ressources. Donc, de un, les ressources, on n'y a pas tous accès de la même façon, mais aussi, surtout, ils n'existent pas tout le temps. Donc, la première grande partie ici de l'existence, la disponibilité et la qualité des ressources, c'est vraiment comme à quelle information est-ce qu'on a accès, puis est-ce que c'est de la bonne information, est-ce que l'information qu'on a besoin pour se développer existe. Puis là, la définition de ressources dépend vraiment de dans quel niveau on se trouve, mais par exemple, si on part du haut de la société, le droit à la sécurité, c'est une ressource qui n'est pas offerte à tout le monde de la même façon. C'est pas tout le monde qui sait qu'à chaque fois qu'il sort de chez eux, tu vas retourner chez vous en un morceau. Une ressource sous-culturelle, si on parle de gatekeeping, les personnes qu'on garde à l'extérieur de la communauté n'ont pas accès aux ressources de la communauté. Les organismes communautaires, s'ils n'existent pas, on ne peut pas aller trouver de l'information. S'ils existent juste dans certains endroits, ça peut être plus difficile pour les personnes qui ne sont pas là. Puis ensuite, la deuxième partie, c'est outre l'existence, outre le fait qu'il y a des ressources des fois où il n'y en a pas,
à quel point est-ce que toi, individuellement, tu es capable de les utiliser pour te développer. Donc, c'est une bonne chose d'avoir du soutien social dans ta vie, mais si tu ne vas pas chercher cette aide-là, tu vas avoir plus de difficultés d'en bénéficier nécessairement. C'est pas tout le monde non plus qui a la même capacité de se connaître, de réfléchir sur les liens entre comme qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vis, qui je suis. Donc, il y a de la variabilité vraiment à tous les niveaux. Donc, petit résumé, pas petit, mais résumé rapide du modèle que je suis en train d'essayer d'élaborer. On peut donc voir que l'identité passe par le temps, par le changement dans nos vies, par les normes sociales, peu importe le niveau où elles se situent, de quand elles sont produites par la société à quand on essaie de négocier avec puis de les intérioriser ou pas. Puis l'accès inégal aux ressources de la société, aux ressources culturelles, jusqu'aux ressources vraiment internes. La pertinence de ça, je trouve, c'est que ça donne vraiment une vision compréhensive et très flexible de toutes ces sources d'influence-là, tous ces messages qu'on reçoit depuis, je pense, basically notre naissance là, sur la sexualité. Ça permet de capter vraiment un caractère universel de ces systèmes-là, de ces structures-là qui nous entourent, parce qu'on est tous dedans. Le temps nous influence tous, les normes nous influencent tous, les ressources nous influencent toutes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'universel. Mais quand on se met à remplir les cases comme telles du tableau que je vous montrais, on peut vraiment valoriser, en fait, cette richesse-là et cette hétérogénéité-là dans les parcours. Ben ça, d'un, je trouve ça très bien, mais aussi ce que j'essaie, ou ce que j'espère qu'il va se passer avec le modèle dans le futur, c'est surtout, je vous encourage à le prendre et à l'adapter à vos objets de recherche, à vos populations. S'il y a aussi, surtout, cette question-là d'invisibilité qui touche, ça peut être vraiment pertinent de partir de quelque chose comme ça. On peut l'utiliser pour d'autres sous-cultures marginalisées, d'autres processus développementaux. On pourrait étudier le choix de carrière dans un modèle comme ça. Puis je pense qu'il y a aussi un grand potentiel pour des analyses intersectionnelles, qu'on a besoin d'aller chercher de la complexité, puis c'est vraiment difficile avec les modèles existants. Je pense qu'on peut le faire avec un modèle écologique de ce type. Ça fait le tour. Merci au RLQ, merci à vous d'être là. Puis je vais en profiter quelques petites secondes si vous avez le goût de m'aider à continuer à élaborer. Je suis en train de faire un recrutement pour continuer de travailler ce modèle-là. Donc, si vous avez entre 16 et 29 ans ou que vous connaissez des personnes lesbo-queer entre 16 et 29 ans, vous pouvez participer. Alors maintenant, nous allons accueillir Marianne et Amélie. Donc, Marianne Jbat est sociologue et détient un doctorat en sciences humaines appliquées. Elle est directrice de la recherche dans un organisme pas pire pantoute qui s'appelle le Gris Montréal. Elle s'intéresse aux intersections des sexualités, des genres, des migrations et du racisme. Amélie Charbonneau est chargée de recherche pour un organisme pas pire pantoute qui s'appelle le Gris Montréal depuis 2013. Forte de ses études en travail social, en études féministes ainsi qu'en communication, elle aime particulièrement documenter les perceptions et les représentations des jeunes sur les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et je me dois de dire un petit mot sur Alexis Graindorge qui a participé à cette recherche-là, qui est là-bas mais qui ne présentera pas, qui est sociolinguiste queer, professionnel de recherche dans un organisme pas pire pantoute qui s'appelle le Gris Montréal. Et elle s'intéresse notamment aux questions de normes linguistiques, de représentation et d'attitude et attache une grande valeur à l'accessibilité de la recherche et au partage des connaissances. La parole est à vous. Bonjour tout le monde. Merci Marie pour la présentation. Merci surtout au RLQ de nous donner l'opportunité de présenter nos résultats de recherche cet après-midi avec vous. Merci aussi à tout le monde d'être là en après-midi de cette deuxième journée très riche. Donc, Marie a fait les présentations, je ne reviendrai pas, mais je tiens quand même à saluer le travail d'Alexis qui est dans la salle. À nous trois, on fait l'équipe de recherche au Gris Montréal et c'est un plaisir de travailler avec vous deux. Puis bien sûr, on a aussi le comité recherche. On pourra vous parler d'ailleurs de l'organisation du Gris si vous souhaitez après. Juste vous dire que les résultats qu'on vous présente aujourd'hui
Donc, sont tirés d'un projet de recherche qui portait sur les effets de la polarisation sur les jeunes et sur les bénévoles. Donc, aujourd'hui, on rapporte vraiment un petit peu une partie des résultats. Et c'est important de mentionner que c'est un projet qui a été financé par le Secrétariat à la condition féminine via le programme de lutte à l'homophobie et la transphobie. Donc, très, très brièvement, en quelques secondes, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sait ce qu'est le GRI Montréal. Donc, le GRI existe depuis 1994 et a pour mission de démystifier les orientations sexuelles et les identités de genre sur la base du témoignage des personnes LGBTQ+. Donc, la plupart de ces interventions, elles ont lieu dans le milieu scolaire à la demande des établissements eux-mêmes. Durant ces interventions, donc 2 bénévoles débutent en se présentant de façon assez brève. On va spécifier par exemple notre orientation sexuelle et ou notre identité de genre, notre situation familiale, conjugale, vie professionnelle, loisirs, etc. Je dis nous parce que je suis depuis très peu bénévole. Ça s'en vient. En tout cas, j'ai eu ma formation. J'invite tout le monde à aller faire sa formation aussi. C'est génial. Et pour le reste de la période, donc, elle est consacrée aux questions des élèves. Un fait important à retenir ici, là, pour cet après-midi, qui concerne aussi notre présentation, c'est le fait que chaque intervention en classe, lors de chaque intervention en classe, les élèves vont être invités à remplir un questionnaire au début et à la fin, donc en 2 sections, dans lequel on leur demande d'évaluer leur niveau d'aise face à différents énoncés qui vont mettre en scène une personne de la diversité sexuelle ou de genre. Par exemple, j'apprends que mon frère est gay. L'objectif, en fait, c'est d'amener les jeunes à se projeter dans des situations lors desquelles ils pourraient être amenés à côtoyer des personnes de la diversité sexuelle et de genre et d'interroger ce que ça génère chez eux comme sentiment d'aise ou de malaise. Donc, ces données-là, vous allez comprendre qu'on les a utilisées, entre autres, pour ce projet. Très brièvement, pour cette présentation, on va vous parler un peu du contexte dans lequel on a mené cette recherche qui s'est échelonnée sur un peu plus de 2 ans. Un bref portrait des jeunes qui ont été rencontrés pour ensuite rentrer dans les résultats, donc plus du qualitatif en deuxième partie, là, qui porte surtout sur les stratégies de survie, mais aussi sur les stratégies de résistance que ces jeunes mettent en place dans ce magnifique contexte de polarisation qu'on connaît trop bien. Dans le cadre, on peut changer de slide. Dans le cadre de cette recherche, on a donc mené des analyses qualitatives et quantitatives. C'était un projet qui était assez expansif, laborieux. C'est sûr qu'on ne vous présente pas tout aujourd'hui, mais donc l'idée, c'était de mieux comprendre les réalités des jeunes queer dans un contexte de polarisation et surtout de libération de la parole qui est très présente aussi dans le milieu scolaire. Et on s'est penché, donc, dans un premier temps, sur des données qui se retrouvent dans les fameux questionnaires dont je viens de vous parler, donc les questionnaires que les jeunes remplissent lors des ateliers de sensibilisation. Et donc, on a fait l'analyse de 35 705 questionnaires qui ont été remplis par les élèves du secondaire entre 2017 et 2024 par rapport à leur niveau d'aise face aux réalités LGBTQ+. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti en janvier 2025 par le GRI, donc qui présentait les résultats de ces analyses, un rapport qui a été assez médiatisé puis qui a été aussi important pour visibiliser le débat. Ensuite, on est allé à la rencontre donc, de jeunes queer dans des groupes de discussion, dans des écoles, surtout situées à Montréal et à Québec. Donc, c'est vraiment ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et aussi, on a rencontré nos bénévoles. Ça, on ne le présentera pas, mais sachez que ça a été fait. Et un autre outil qu'on a fait, c'est on a interrogé via donc un questionnaire en ligne. Il y a 309 jeunes qui ont répondu à ce questionnaire sur leur usage des réseaux sociaux et relatif en fait à l'accès à l'information qu'elles vont chercher sur les sujets LGBTQ+. Donc, il y avait beaucoup de matériel. Je vais présenter très brièvement les résultats du questionnaire. Donc, c'est 35 705 questionnaires qui ont été épluchés par notre équipe par rapport à la montée du malaise. Donc, comment est-ce que cette montée se manifeste dans les données? Donc, on a choisi de vous présenter, nous aussi, on avait fait une belle animation, donc Fred, on est avec toi. Donc, c'est plus statique, là, on comprend que c'est assez chargé, mais on a ciblé 4 énoncés qui se retrouvent dans le questionnaire pour vous montrer, en fait, comment ce malaise est évoqué. Tout d'abord, j'apprends que ma meilleure amie est lesbienne, donc la flèche orangée. En 2017, de manière générale, 15,2% des jeunes étaient mal à l'aise face à la lecture de cet énoncé. En 2024, ils sont 33,8%. Donc, on voit que ça double en 7 ans. Un autre énoncé, je vois que 2 hommes se donnent des signes d'affection en public. On passe en 2017 de 30% de malaise à 2024, on est à 42,4%. Donc, c'est presque un jeune sur 2.
Si je continue encore dans les autres énoncés, donc, mon ou ma meilleure amie ne s'identifie ni comme homme ni comme femme. On passe de 36 % en 2017 à 60 % en 2024. Et 59,5 %. Bon, je suis dans le Cali, moi, j'arrondis tout le temps. Et finalement, 2 femmes ont le droit de fonder une famille. Donc, on passe de 7,2 % en 2017 à 20,9 % 7 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on retient ici, en plus de voir donc une montée de malaise, bien évidemment, pour tous les énoncés du questionnaire? Ce qu'on veut partager, c'est que la présence des facteurs qui agissaient avant comme des facteurs dits de protection, donc le fait de connaître des personnes queer dans son entourage, le fait de ne pas pratiquer de religion ou le fait d'être une femme, en fait, on se rend compte qu'ils ne sont plus des facteurs de protection au même titre qu'avant. Puisque le malaise se fait ressentir chez tous les jeunes, chez tout le monde, dans tous les groupes sociaux. Les garçons demeurent par ailleurs plus mal à l'aise que les filles face à l'homosexualité et la transidentité, mais le malaise monte quand même partout dans tous les groupes. Donc, qu'on soit une personne qui connaisse des personnes LGBTQ+ dans son entourage, qu'on soit une personne qui n'a pas de pratique religieuse, et chez les filles aussi, il y a une montée partout. Donc, maintenant, avec les entretiens qu'on a menés avec des jeunes, donc on a réalisé les entretiens entre le 14 mars et le 29 avril 2025. Ça nous a permis de rencontrer des jeunes queer et non queer, ou aussi des jeunes en questionnement scolarisés entre secondaire 2 et secondaire 5. Aujourd'hui, on s'est concentré donc sur les jeunes qui ne sont pas des jeunes hommes. Donc, ça représente 6 jeunes femmes, 3 personnes non-binaires ainsi que 8 jeunes hommes trans. Les entretiens, c'est ça, comme on a dit, c'était à Montréal, dans la région de Montréal, puis dans la région de Québec. Donc, notre but, c'était d'aborder différentes thématiques avec les jeunes pour des choses qu'ils pouvaient être susceptibles de rencontrer dans leur quotidien à l'école, comme les stéréotypes et les préjugés, ou c'est quoi être queer à l'école, puis ce qu'ils observent en termes d'événements à caractère homophobe ou transphobe. Une note importante, les données qualitatives qui sont récoltées dans le cadre de ces entretiens-là, il n'y avait pas la vocation de représenter tous les jeunes queers qui vivent dans les écoles du Québec. C'était plus d'aller à la rencontre de certains jeunes pour les écouter sur leurs expériences d'homophobie, transphobie, puis aussi de mettre en lumière leur stratégie de résistance et de survie qu'ils réussissent à développer au sein de leur milieu scolaire. Donc, il faut que je change ma slide. Okay, c'est le gros bouton vert. Bon, je suis vraiment stressée quand je fais des présentations. Je vais arrêter de shaker, ça va bien aller. Donc, en premier, il y a les stratégies de survie. Donc, quand on entre dans les résultats, donc là, petite note, là, tous les prénoms qui sont affichés à l'écran, c'est des prénoms qu'on a changés. Donc, tous les jeunes qu'on a rencontrés sont anonymes. Donc, parmi nos constats, on a retrouvé la libération de la parole contre les personnes LGBTQ+, donc à l'école, qu'elles soient ouvertement empreintes d'insultes homophobes ou transphobes, ou qu'elles soient plutôt du registre de micro-agressions ou de blagues. Les jeunes côtoient cette parole quotidiennement. Les jeunes queer en vivent directement les conséquences. Pour y survivre, elles utilisent différents moyens pour en diminuer l'importance. Par exemple, il y a Taylor ici qui ignore les personnes qu'il mégenre de manière intentionnelle, tandis que Quentin choisit de ne pas écouter les gens qui disent ce que les gens disent à son propos. Après avoir encaissé les insultes, Flavie a choisi de limiter des contacts avec certaines personnes, mais surtout d'ignorer les efforts que les autres font pour chercher sa réaction. Ces 3 jeunes choisissent d'ignorer les propos adverses et les personnes qui les émettent. Sinon, pour d'autres, la parole adverse fait partie de ce qui est habituel, le quotidien. La stratégie adoptée est de la banaliser, peut-être aussi pour en réduire l'effet sur elle. Pour Phil, le mégenrage ainsi que l'utilisation de son dead name par ses amis ne dérange pas parce que c'est un prénom auquel elle est habituée. Puis pour Kevin, l'expérience répétée de personnes lançant des commentaires ou des insultes puériformes à son endroit l'a poussé à arrêter de se sentir insultée. Elle dit « Au début, je me sentais vraiment insultée, mais maintenant, je suis comme « Ah, c'est un mot. Ça me fait un peu chier, mais whatever. » Ensuite, finalement, la parole adverse est minimisée ou ridiculisée. Ici, Wendy utilise l'humour pour diminuer l'importance des personnes qui affirment ouvertement être homophobes. Elle dit « Il y avait des gars dans ma classe de 6e année. Ils parlaient ouvertement du fait qu'ils étaient homophobes et qu'ils étaient fiers de l'être. Il était beaucoup genre « Ah, c'est à cause de ma religion, je suis homophobe, je ne t'aime pas toi en me pointant. » J'étais genre « OK, je ne les aime pas non plus, fait que ça m'a pas trop dérangé. »
Merci, Amélie. Je vais maintenant aborder très brièvement là, certaines résistances certaines stratégies qu'on a nommées de résistance qui sont mises en place par ces jeunes. Ces stratégies comprennent plusieurs actions concrètes, là, comme la création d'espaces sécuritaires, le recours aux réseaux sociaux pour répondre à plusieurs de leurs besoins, ou encore l'implication dans la vie scolaire. Donc, tout d'abord, les espaces sécuritaires peuvent prendre plusieurs formes. Pour certains, c'est le fait d'avoir accès à des clubs ou des comités LGBTQ+ de leur école qui vont remplir ce besoin. Par ailleurs, il est à noter que la participation à ces comités ne se fait pas sans stress et que plusieurs sont dans une gestion constante de leur visibilité. Pour d'autres, c'est le fait de s'entourer d'amis queer. Trouver des amis queer au secondaire, c'est vraiment vu comme une stratégie presque essentielle pour l'entraide, mais aussi pour l'autodétermination, comme on le voit dans la citation d'Alexandre, donc la deuxième. Je vais la lire. « Thomas, il m'a beaucoup aidé. C'est grâce à lui que je suis capable de m'affirmer comme personne trans, puis c'est grâce à Thomas, puis à Charles, que je commence à m'affirmer. » On peut changer. On constate par ailleurs que ce ne sont pas tous les jeunes qui trouvent des amis, bien évidemment, des amis queer à l'école. Moi, en tout cas, j'en avais pas. Donc, pour certains, l'Internet, je n'en avais pas non plus, mais bon, l'Internet devient un espace fondamental pour créer un lien. Mais aussi, c'est un lieu, c'est un espace de représentation queer moins stéréotypé pour certains d'entre eux. Donc ici, il y avait une conversation, je ne prendrai pas le temps de la lire, mais la personne qui va notamment sur YouTube pour avoir accès à de l'information, mais aussi pour voir des modèles envers lesquels elle se sent plus représentée. Si je pousse un peu dans ce sens, donc on peut changer la diapo, on a des jeunes qui nous ont dit que les contenus de fiction qui mettent en scène des personnes queer sont des ressources très importantes pour elles. En fait, c'est ce besoin de se voir représenté dans la fiction ou dans les productions culturelles qui ne centralisent pas seulement le vécu queer, mais aussi le fait d'être ado, le fait de vivre des défis avec sa famille, de parler d'amitié, de santé mentale, etc. Donc, notre analyse révèle en fait que les jeunes queer sont en besoin de représentation, mais qu'elles sont aussi critiques de ces représentations auxquelles elles ont accès. Se sentir visible ne peut pas seulement prendre forme dans des représentations identitaires qui tournent seulement autour de la queeritude, mais aussi dans le fait que des personnes queer sont intégrées à la vie et vivent différentes expériences qui dépassent donc leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc, on a cette citation, si on revient une seconde, de Webtoon. Moi, je ne connaissais pas ça, là, mais c'est mes collègues qui m'ont expliqué que Webtoon, c'est une plateforme version électronique où on peut trouver des personnages. Par exemple, là, il dit deux personnes lesbiennes, mais qui ne sont pas ensemble. Donc, le but de l'intrigue, ce n'est pas qu'elles sont ensemble, c'est pas parce qu'elles sont lesbiennes qu'elles sont nécessairement un couple. Finalement, certains jeunes nous ont mentionné avoir été à l'origine d'actions concrètes pour améliorer leur milieu. Donc, malgré la résistance et le malaise réel qu'elles perçoivent et vivent autour d'elles, plusieurs jeunes vont de l'avant avec des initiatives spontanées, même au secondaire, comme celle de Julien, qui a fait venir des drag queens à son école. Quel courage quand même. Ou encore à l'initiative de Charles qui a initié une boîte anonyme dans laquelle on pouvait rediriger des propos transphobes ou homophobes directement à la direction. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez fort dans ça. Donc, on est déjà rendu à la fin. Les constats émanant de notre projet de recherche rejoignent ceux des autres rapports, l'un du gouvernement du Québec, qui ont un petit peu enterré, mais bon, et un autre du fédéral. Le sentiment d'aise envers les réalités LGBTQ+ recule chez les jeunes, mais chez les adultes aussi. Par exemple, dans le sondage populationnel à l'égard de la diversité sexuelle et de genre mené par le secrétariat à la condition féminine en 2024, on y voit un déclin de l'aise vis-à-vis, par exemple, des zones bisexuelles, qui passe de 75% des gens à l'aise en 2017 à 67% en 2024, ou encore par rapport aux personnes non-binaires qui passent de 78 à 46. De même, il se dégage de notre projet, mais pas seulement. Pensons au rapport de Francis Dupudéry qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, que l'école se retrouve au cœur de tensions plus larges liées au genre, à la sexualité, mais aussi au racisme, au sexisme, au capacitisme, et on en passe. Nos bénévoles l'ont aussi observé dans leur passage dans les écoles. Ce que nous observons n'est pas seulement une série d'opinions individuelles, mais c'est un climat social où certains discours hostiles sont redevenus dissibles, parfois même valorisés, où les personnes LGBTQ+, particulièrement trans et non-binaires, sont repositionnées comme des objets de débat plutôt que comme des sujets de droit. Cela dit, nos données montrent aussi quelque chose de fondamental. Le ressac ne produit pas uniquement du retrait.
Il produit de la lucidité, de l'adaptation, des résistances. Les jeunes que nous avons rencontrés développent des stratégies de survie pour tenir au quotidien, mais ils mettent aussi en place des stratégies de résistance très concrètes. Créer des espaces sécuritaires, chercher de l'information, faire communauté en ligne et parfois transformer leurs écoles par des gestes tangibles. En d'autres mots, elles ne font pas que subir, et elles bricolent des formes d'existence possibles, même dans un climat plus dur. Quand les jeunes doivent déployer autant d'énergie pour simplement être en sécurité et se sentir légitimes à l'école, ça dit quelque chose de ce que l'institution et les adultes ne réussissent pas toujours à garantir. La banalisation, l'inaction ou le « on n'en parle pas », c'est pas neutre. Laisse la place aux ressacs, elles isolent celles et ceux qui en paient le prix. Dans un climat où les ressources s'amenuisent dans le système d'éducation et où on se prive du travail de femmes qualifiées au nom de la laïcité, plusieurs questions se posent sur le climat dans lequel les jeunes queers, mais aussi tous les jeunes, évoluent et évolueront dans les prochaines années. Nous considérons donc que la situation est préoccupante, mais elle n'est pas irrécupérable. Ce contexte appelle au contraire à un soutien clair au milieu scolaire, de maintien d'espaces de dialogue, des interventions structurées contre la violence, la désinformation, une reconnaissance explicite des résistances déjà à l'œuvre chez les jeunes queers. Le ressac est réel, mais la résistance l'est tout autant. Elle mérite d'être protégée et amplifiée. La réponse doit être forte et collective. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, mais aussi à mes collègues. Merci. Merci beaucoup, Marianne, Amélie. Alors, on va passer à la dernière présentation avec Anne-Rita Parini. Je n'ai pas mes lunettes, désolée. Anna. Anna est candidate au doctorat en sociologie avec concentration en études féministes à l'UQAM sous la direction de Jannick Bastien-Charlebois. Elle s'intéresse aux discours, aux stéréotypes et aux idéologies en lien avec l'identité, le processus d'identification et d'altérisation par une approche transdisciplinaire, transculturelle, lesbo-queer et queer féministe. Merci, à toi la parole, Anna. Bonjour à tout le monde. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à RLQ d'avoir organisé en fait cette deuxième édition du colloque, d'avoir accepté ma proposition. Petite précision, je suis sur la co-direction aussi depuis quelques semaines parce que ça a bougé de Charmaine Lévy de l'UQO, professeur à l'UQO. Et alors, par rapport à moi c'est Anna-Rita et elle, et je fais mon doctorat à l'UQAM, comme on disait, et ma posture de recherche est épistémopolitique, critique, lesbo-queer et queer féministe, et je m'occupe des dynamiques qui traversent les communautés LGBT+, queer et queer féministes au Québec et en Italie dans la construction de leurs revendications et des politiques communes au prisme surtout de leur rapport à l'identité. Aujourd'hui, je vais vous parler de Arci Lesbica Nazionale, qui est l'organisme fondateur lesbien italien. Ça va me permettre de vous donner un peu l'idée des états des lieux des communautés mainstream lesbiennes en Italie. Et pour ce faire, il faut partir justement d'une contextualisation historique. Disons que Arci Lesbica Nazionale est née à partir de la fondation des organismes LGBT+ italiens mainstream, ce qui se fait à partir de la première moitié des années 1980 en Italie, et cela surtout à partir d'un événement historique important, c'est-à-dire un meurtre en 1980 à Giarre, en Sicile, où deux jeunes gays sont trouvés morts, tués, main dans la main, tués par balle. Et ça amène une grosse réflexion à l'intérieur des communautés gays et lesbiennes. On s'est dit, on a besoin d'être reconnus, d'être vus dans la société. On a besoin de former quelque chose pour nous représenter, pour être visible. Et donc, c'est à partir de cette année-là qu'on décide de créer à l'intérieur de une association culturelle que c'est Arci, une section gay. Donc, à partir des premières expérimentations par rapport à ça en 1980 à Palerme, après,
on crée d'autres organismes, d'autres deux organismes, un qui est pas nécessairement lié à Arci, à cette association culturelle caractérisée par plein de cercles répandus en Italie, qui c'est Il Cassero, à Bologne en 1982, qui est local, mais qui est reconnu et connu en Italie comme un organisme fondateur important encore aujourd'hui. Et en 1985, Arci Gay, qui naît comme une des sections gays, un des cercles gays à partir de Arci. Et c'est justement à l'intérieur de Arci Gay qu'on avait aussi une âme lesbienne. On avait les deux. À partir de 1985 jusqu'aux années 90, ce qui se développe, c'est que la communauté lesbienne à l'intérieur de Arci Gay augmente au niveau du nombre. Jusqu'au moment où les lesbiennes demandent une autonomie. Et donc, en 1996, à partir d'Arci Gay, on a la formation de Arci Lesbica Nazionale, qui se veut comme un organisme de femmes lesbiennes et qui prend pour la visibilité, la socialisation, la solidarité entre lesbiennes et, je cite, mène une offensive culturelle et politique contre l'hétérosexualité obligatoire et le sexisme. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est que au fil des années, il y a justement toute une série de choses qui se passent au niveau socioculturel en Italie. Il y a toute une série de nouvelles générations qui rejoignent le mouvement. Et il y a aussi toute une série de questions sur lesquelles il faut se positionner en tant que communauté lesbienne. Et 20 ans après, en 2017, il y a disons, une confrontation majeure à l'intérieur de l'organisme. Et cela ne se passe pas du jour au lendemain, mais déjà l'année précédente, en 2016, on avait eu des confrontations à l'intérieur de l'organisme à cause du positionnement vis-à-vis de la loi pour la reconnaissance des couples homosexuels ou du même sexe, comme on dirait en Italie. Voilà, donc c'est des confrontations internes aux deux courants principaux qui se développent dans l'organisme, qui font en sorte qu'à un moment donné, en 2017, et en particulier le 24 mai 2017, cette confrontation interne devient publique. Parce que le 24 mai 2017, la direction de l'organisme, qui a une position particulièrement radicale, séparatiste et différentialiste, fait un communiqué de presse qui témoigne de sa position contre la gestation pour autrui. Et là, 10 des 16 cercles au total qui caractérisent l'organisme répondent immédiatement avec un contre-communiqué dans lequel ils disent OK, on peut parler de la gestation pour autrui et on peut se positionner par rapport à ça, mais c'est le terme de la discussion qui nous acceptons pas. C'est la façon dans laquelle vous vous positionnez que nous acceptons pas. Et au lieu de s'améliorer la situation, ce qui s'avère dans les mois suivants, c'est que le 8 août 2017, toujours à partir de la direction apparemment, sur la page Facebook officielle de l'organisme, apparaît le repartage d'un article du titre I am a woman, you are a trans woman and then distinction matters, qui souligne c'est quoi la position qu'Arci Lesbica ou la direction d'Arci Lesbica ou le courant le plus, disons, conservateur à l'intérieur de l'organisme prend vis-à-vis des femmes trans. Donc, on décide à ce moment-là, comme la tension est vraiment grandissante, de avancer le Congrès national au mois de décembre 2017, parce que aurait dû avoir lieu après. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme, il faut comprendre c'est quoi les nœuds de la question. Qu'est-ce qui oppose vraiment les deux courants? Et on a trois questions. La première, c'est le positionnement vis-à-vis du queer et de la non-binarité. Que pour la partie le courant le plus conservateur, disons, du mouvement, est vu comme une sorte d'homogénéisation, de refus des différences, et est vu aussi de quelque manière comme une sorte de antiféminisme. Deuxièmement,
le positionnement du courant le plus conservateur vis-à-vis de la GPA, appelé, et c'est pas anodin, utero in affitto, utérus en location, pour souligner comment cette pratique correspond à une marchandisation du corps des femmes et reprend, en fait, suit la si dite mensonge du féminisme néolibéral qui voit dans cette pratique une autodétermination, une possibilité d'autodétermination des femmes à travers l'utilisation libre de son propre corps. Et encore, le fait que, de quelque façon, le fait que les théories queer seraient en faveur de la gestation pour autrui, ça va nuire au modèle de la famille traditionnelle. Au sens large, pas nécessairement homme-femme, ok? Là, et puis, le troisième, c'est la place des femmes trans. On va voir dans les actes de congrès dont je vais parler juste après que la partie la plus conservatrice du mouvement, la plus séparatiste du mouvement, nomme les femmes trans comme trans male to female, par pas de femmes. Et l'autre courant interne au mouvement, pour nommer les femmes trans, parle de subjectivité male to female ou de femme male to female. Donc, je disais que on avance le Congrès national qui va avoir lieu le 8-10 décembre 2017. Et la chose extraordinaire qui se passe, c'est un unicum dans l'histoire de l'organisme. À ce moment-là, il y a la présentation de 2 documents officiels qui, justement, montrent c'est quoi les 2 courants internes au mouvement. D'un côté, on a le premier document qui est titré « Ammali estremi, lesbiche estreme », au grand mot lesbienne extrême, et qui revendique une posture de séparatisme radical, donc un féminisme lesbienne différentialiste radical, et qui prend pour l'identitarisme politique et qui se pose contre la supposée pensée unique et l'homogénéisation du queer et contre la GPA, bien évidemment, on l'a dit. Le deuxième document, c'est plutôt va plutôt vers un identitarisme politique relationnel et le titre est Riscoprire le relazioni, c'est-à-dire redécouvrir les relations. Et là, nous avons Archilesbica qui est vu, donc ce courant-là voit l'organisme comme une association féministe de lesbiennes qui respecte l'hétérogénéité entre groupes de la communauté lesbienne pour le bien-être, la dignité et l'existence de chaque subjectivité lesbienne et qui se veut en dialogue avec les groupes queer et transféministes. Une autre chose intéressante, c'est que suite aux décisions qui sont prises dans les congrès de 2017, décembre 2017, en effet, l'attention, il n'y a pas vraiment de dialogue et les décisions qui sont prises sont jugées par la majorité des cercles comme prises de manière antidémocratique. Ça amène à une fracture à l'intérieur de l'organisme. Par fracture, j'entends que plein de cercles déclarent leur autonomisation, s'autonomisent en fait, s'autosuspendent de l'organisme central d'Archilesbica. Et donc, on voit à partir dans des cercles la formation, la naissance d'un autre mouvement lesbien, une association autre qui est Associazione Lesbica Femminista Italiana, ALFI Nazionale, qui se veut à vocation nationale comme une alternative à Archilesbica Nazionale, mais en même temps collabore beaucoup avec Euro Central Asian Lesbian Community et veut s'insérer dans le cadre d'un mouvement lesbien transnational. C'est quoi la mission qui se donne? La lutte contre la discrimination des femmes lesbiennes, bisexuelles, trans et intersexes et des personnes LGBT+, afin d'assurer la parité des droits et des opportunités dans chaque domaine et à chaque niveau. Et ce mouvement-là est présenté à la presse le 30 avril 2018. Au lieu d'engendrer apparemment des réflexions à l'intérieur de l'organisme
originaire donc de Archilesbica, qui reste isolée à un moment donné, commence à être, disons, un peu attaquée, même de la part du mouvement LGBT italien, donc Archigay, etc. La position d'Archilesbica se radicalise et on a toute une série de publications et aussi de campagnes menées par l'organisme, par Archilesbica Nazionale, qui sont particulièrement radicales vis-à-vis surtout du queer. Un exemple, c'est cette publication. C'est un livre qui est en libre accès sur les réseaux sociaux, sur le site internet, et dont le titre est With the Lesbians, Female Preference and the Critique of Transfeminism. Et chose que je veux vous traduire, c'est le disclaimer dans la promotion du livre qui dit le queer a dit beaucoup de choses vraies et nouvelles. Celles vraies ne sont pas nouvelles et celles nouvelles ne sont pas vraies. Donc, on est vraiment face à une discréditation, en fait, de la pensée queer, des théories queer. Vous voyez des campagnes, en fait, de promotion du sexe égal femme. Et en fait, ça, je me réserve un peu de dire, ah oui, c'est comme ça 100%, parce que on peut supposer qu'Archilesbica appuie aussi le nouveau-né mouvement LGB Italia qui est né en décembre 2025, qui est un mouvement identitaire anti-genre, ouvertement anti-genre. Et je suppose l'appui d'Archilesbica à ce mouvement parce que j'ai vu passer une publication, un repost du site de cet organisme sur les réseaux sociaux d'Archilesbica, mais après quelques semaines, quand j'ai essayé de faire une vérification, je n'ai plus trouvé ça. Donc, je me réserve de dire qu'ils appuient à 100%, mais j'avais vu passer quelque chose par rapport à ça. En conclusion, nous le savons très bien que nous nous retrouvons aujourd'hui, depuis quelques années désormais, surtout dans les derniers mois, un peu partout, dans un climat de backlash grandissant contre les minorités, contre nos communautés. Ce qui s'avère, c'est qu'en même temps, on peut enregistrer des tensions grandissantes dans les communautés de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres aussi. Et en Italie en particulier, on l'a vu, c'est le cas du mouvement lesbien. Ça amène ces tensions, ces conflits intragroupes, donc à l'intérieur de nos communautés, amène parfois, comme c'est le cas de Archilesbica, à des postures vraiment très radicales, une radicalisation des propos. Et l'effet que ça peut avoir, c'est un affaiblissement des communautés vis-à-vis du backlash et des décisions étatiques aussi sur les populations de la communauté, des communautés de la diversité sexuelle, des pluralités des genres. Ma question, quand j'ai étudié un peu la question d'Archilesbica, c'est est-ce que c'est un problème générationnel? Est-ce que ces tensions s'engendrent à partir du fait qu'il y a des nouvelles générations et qui ont une façon différente de faire du militantisme? Est-ce que c'est une question idéologique? Mais si c'est une question idéologique, est-ce que c'est vraiment des différences qui partent des communautés, des différents âmes des communautés, ou le backlash se sert de quelque chose qu'il y a déjà dans les communautés pour discursivement récupérer tout ça et alimenter en fait ces différences idéologiques pour créer des fractures et donc continuer de détruire les communautés. Bien évidemment, j'aimerais comme échanger avec vous par rapport à ça, ça serait intéressant, mais je vous laisse avec une question. La question principale que je voudrais discuter avec vous, c'est comment créer en fait une solidarité intergénérationnelle tenant en compte l'hétérogénéité intra-groupe de la communauté, dans ce cas-là lesbienne, sachant qu'à l'intérieur de nos communautés, nous avons différentes réalités, les réalités lesbiennes, les réalités lesbo-queer, les réalités lesbi-queer, les réalités saphiques. Donc, comment créer donc une solidarité intergénérationnelle tenant en compte tout ça, mais
trouvant un terrain de lutte commune. Voilà. Et sur ça, je vous remercie. Sur cette simple question. Merci, Anna. Merci.